Merci de votre présence et merci d'avoir rempli cette salle du conseil municipal où nous avions cette semaine une exposition, comme vous le voyez, de photographie d'Italie. Pas l'Italie que vous connaissez sur le plan architectural, mais plutôt des scènes de vie, des scènes de rue. Cette exposition, nous la devons à Madame Fabienne Alliot-Lucas, qu'on peut applaudir. Nous remercions beaucoup d'avoir accepté d'être présente avec nous cette semaine, et notamment aujourd'hui, puisqu'elle dédicace également, si vous le souhaitez, après la conférence, son petit livre, Italia, qui justement décline cette exposition. Voilà. Et puis donc encore merci à Fabienne. Et puis on va accueillir Georgia, que vous pouvez aussi applaudir. Georgia Napoli, comme son nom l'indique, qui vient d'Italie. Voilà. Et qui va donc animer cette conférence. Alors, comme tout à l'heure, je vous disais aussi pour les photos qui ne sont pas des photos typiques de ce que l'on a l'habitude de voir en Italie, quand on regarde la télévision, les reportages, les documentaires, eh bien c'est pareil, cette conférence, elle est sur des lieux étonnants et insolites à découvrir. Donc ne vous attendez pas à voir la tour de Pise, ça n'aurait pas forcément été le plus intéressant, même si elle est très belle, c'est pas la question, cette tour de Pise, mais de vous faire découvrir ou le Colisée ou autre chose. Donc on a décidé de vous montrer des choses insolites et étonnantes d'Italie que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissez et peut-être que la plupart d'entre nous ne connaissons pas. Donc Georgia va vous voir démarrer cette conférence qui va durer environ 1 heure. Je ne sais pas, Georgia, si les gens pourront poser des questions suivant les... Si vous voulez. Ou après, ou pendant. Ça dépend des questions. Voilà. En italien, oui, je suis d'accord. Voilà. Et puis après cette conférence, bon, Fabienne dédicacera toujours son livre si vous le souhaitez, puis on vous invitera également à boire le petit verre d'amitié. Alors, pour juste vous resituer le contexte, Trefaille, chaque année, met en avant un pays ou une culture. Cette année 2019, c'était l'Italie qui était mise en avant. Tout au long de l'année, sous forme de fil rouge, nous avons proposé des animations autour de l'Italie. Ça a commencé le mois de février, alors je ne vais pas toutes vous les citer, le mois de février, ça a commencé avec un café littéraire que nous avons organisé à la bibliothèque. Au mois de juin, lorsque nous avons eu notre fête du village, nous avions un repas italien, nous étions 500 à manger, donc c'était énorme, c'était très bien. Ensuite, pour le feu d'artifice, il était sonorisé avec des musiques italiennes. On a terminé avec Pavarotti, on peut dire que c'était quelque chose. Pendant les musicales, plusieurs compositeurs italiens ont été joués. Pendant l'été, nous avons eu des films italiens au cinéma. Donc vous voyez, on a fait tout un tas de choses sur l'Italie. Et donc on termine cette année italienne avec cette exposition et cette conférence, grâce à Fabienne et grâce à Georgia. Donc merci encore à elle. Et je vous laisse donc avec Georgia. Alors bonsoir à tous, bienvenue bien sûr. Je suis très émue de voir autant de monde intéressé à mon pays en fait. Alors ce qu'on va faire ce soir en fait c'est un petit voyage. Conférence ça fait un peu sérieux. C'est un petit voyage, je veux vous proposer 10 lieux comme a dit Pascal. Que peut-être quelqu'un d'entre vous connaît, mais c'est des lieux qui ne font pas partie des itinéraires voilà, qu'on fait d'habitude, qu'on prévoit d'habitude. Le premier voyage qu'on va faire, ça c'est le carnet de voyage, c'est les 10 lieux qu'on va découvrir tout le long de la botte. Le premier lieu qu'on va découvrir, c'est dans le nord de l'Italie, dans la région du Trentino Alto Adige. Je vais forcément dire des mots italiens. C'est plus fort que moi, peut-être vous me faites signe si je dérape un peu trop. Dans la région du Trentino Alto Adige, dans le nord de l'Italie, à la frontière avec la Suisse et l'Autriche, c'est un lieu, celui-là, qui était aussi sur l'affiche, donc je pense que tout le monde l'a vu. Un lieu que moi-même j'ai découvert sans vouloir en fait. Je filais tout droit vers l'Autriche et après un virage, je me trouve devant ce spectacle. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. On trouve un clocher qui sort du lac en fait. Ce lac qui s'appelle Lago di Resia, le lac de Resia. Et je suis restée effectivement... je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis arrêtée et tout. Je me suis renseignée. En fait, derrière
cet endroit qui était un village, le village de Couron, il y avait en fait 3 lacs, le lac de Rhésia, le lac de Couron et le lac Saint-Valentin, qui ont été intéressés par un projet d'exploitation de l'énergie hydroélectrique en fait. Et ça c'était en 1920. Mais ce projet n'a pas démarré parce que bon, la guerre, il y a eu des problèmes et tout ça. Mais après la guerre, une centrale hydroélectrique qui s'appelle Montemartini, peut-être le nom, ça parle à quelqu'un, a été repris, mais d'une façon beaucoup plus envahissante en fait. En fait, ils ont prévu de construire un barrage qui allait unifier les 3 lacs. Le résultat, c'était de noyer le village. Donc ça, c'était en 1950. Les 150 familles qui faisaient partie du village, évidemment, se sont un peu inquiétés. Ils sont partis faire des manifestations au siège de la centrale. Rien à faire. Ils sont partis voir le pape. Rien à faire. Donc le barrage a été fait très vite. Les 150 familles ont été évacuées, évidemment. Une partie sont restées dans un village à côté. Et une bonne partie ont décidé de partir pour toujours, parce qu'en fait, ils ont perdu leur terre, leur maison. L'indemnisation n'était pas elle était assez modeste, on va dire, donc pas assez pour tout le monde. Et c'est comme ça que le village de Couron a disparu, en fait. Je vais vous montrer, voilà, en hiver, en été, hein, c'est quand même un cadre incroyable. Ça, c'est Couron avant la destruction. Alors, ce qui a été fait, c'est que quand le village a été évacué, ils ont détruit les habitations jusqu'à un certain niveau pour permettre aux eaux de bien passer. Sauf, c'est pourquoi on voit encore le clocher, c'est parce que c'est un clocher romain du 1300. Et donc il faisait partie, il était protégé des beaux-arts et ils n'ont pas pu le détruire. C'est pour ça qu'on le voit encore. Après la construction du barrage, ils ont décidé de le vider pour le nettoyer, faire une manutention. Et c'est là que les gens, ils ont dû vivre un moment très émouvant, je pense. On aperçoit dans les photos, les gens sont embrassés l'un l'autre. Ils ont pu retrouver leur maison, leur propriété, leur histoire, leur vie. Donc, je pense que ça a été un moment assez particulier. Ça, c'est le lac de Rhésia comme on le voit aujourd'hui. Un clocher sans cloche, parce que les cloches ont été enlevées à la construction du barrage. Mais il y a une légende, en fait, qui dit que les soirs d'hiver, quand il y a un fort vent, on entend encore les cloches sonner et c'est là que Couron encore vit dans le lac de Rhésia. On descend, on continue notre voyage vers le sud et on arrive en Toscane. En Toscane, dans la région de la Maremma, c'est dans le centre de la Toscane, on trouve un jardin qui s'appelle Giardino dei Tarocchi, c'est le jardin des tarots. Des tarots parce que il y a, je vais vous dire quoi. Vous reconnaissez la personne qu'on voit dans le portrait, c'est Niki de Saint-Phal qui a construit ce jardin en Italie sur un terrain qui lui a été donné par Marella et Gianni Agnelli, qui étaient les propriétaires de la Fiat, qui avait un terrain en Toscane, et elle, c'est là qu'elle avait vu qu'elle pouvait, elle aurait bien aimé faire ce parc qu'elle rêvait de faire depuis longtemps, et donc elle a demandé à ses amis de lui donner le parc, et ça s'est fait. C'est un parc particulier, un véritable œuvre d'art, comme j'ai écrit. Il est tout lumineux, il est fait avec des verres.
des miroirs, c'est incroyable. Il y a 22 grandes sculptures, figures, 22 comme les arcanes majeures des tarots. Et c'est un voyage, on sort vraiment du réel. Il a ouvert ce parc en 1998 et elle a fait ce parc toute seule. Elle a payé tous les travaux toute seule en fabriquant un parfum qu'elle a vendu avec ce qu'elle a gagné avec cette démarche cosmétique, on va dire. Elle a pu faire tous les travaux qui ont duré 17 ans. 17 ans de travaux. Et pendant ces 17 ans de travaux, elle a vécu à l'intérieur du parc dans cette sculpture qui s'appelle l'Imperatrice, où elle a fabriqué sa maison en fait. Elle a vécu ici pour les 17 ans des travaux du parc. C'est une maison qu'on peut visiter. Il y a la cuisine, il y a la salle à manger, il y a la chambre pour dormir, il y a la salle de bain, il y a tout en fait. Tout un miroir. C'est incroyable ce qu'elle a fait, franchement. On retrouve donc les 22 images des tarots, donc le dragon, les amoureux, la roi de ville, le diable, il y a aussi la justice, il y a la tour, la force, et tout est très coloré et très magique. On retrouve l'Imperatore. Alors elle vivait dans l'Imperatrice qui était la description de la femme en fait, et là l'Imperatore c'est l'homme. C'est la structure la plus imposante qu'il y a dans le parc et aussi celle qui est la plus riche en matériaux. Il y a des verres de Murano, donc il est complètement recouvert de verres de Murano. Donc c'est riche en architecture, en art et aussi en matériaux en effet. Alors ça c'est la devise qu'elle a écrite elle. Elle dit en fait à l'entrée du parc on trouve a me dà, je le dis en italien après en français, a me dà più soddisfazione di fare qualcosa di bello per gli altri e per me che avere sempre di più, di più, di più. Ça veut dire qu'elle a plus de satisfaction à faire quelque chose pour les autres et même pour elle-même plutôt qu'avoir toujours plus. Et ça, on le trouve à l'entrée du parc en fait. Civita di Bagnoregio. On descend encore un peu, donc on a fait le Trentino Alto Adige, la Toscane, là on est dans le Lazio, c'est ma région. Civita di Bagnoregio, la ville qui meurt, la città che muore, la ville qui meurt parce que elle est entièrement construite sur une falaise suspendue et creusée dans le tuf. Donc elle est soumise à une forte érosion. Elle a été aussi touchée par plusieurs tremblements de terre assez violents, ce qui a fait que les gens ont décidé de se mettre à l'abri et d'aller vivre dans la ville à côté. Il y a un village à côté, Civita. Donc là, c'est Civita di Bagnoregio, c'est une fraction de Civita, la ville. C'est un village qui est... on peut y accéder seulement à pied. Ça a été toujours comme ça. Donc ça, c'était pour vous dire qu'il est à seulement 124 km de Rome et seulement à 1643 km de Préfaille. Pour voir où on est situé, quoi. On peut y aller en vélo électrique, hein, ça peut le faire. Alors, Civita de Bagnoregio, comme elle était avant, en fait, il y a un petit chemin en terre battue, hein, c'était seulement ça. Quand l'érosion est devenue trop imposante, en 1965, un pont a été construit, mais on peut y accéder encore seulement à pied. Voilà le pont. Actuellement, il y a seulement 11 personnes qui vivent à Civita di Bagnoregio. Mais ce n'est pas du tout une ville fantôme en fait. Il y a des restaurants, il y a la boulangerie, il y a un petit café. Donc quand même, c'est maintenu.
maintenu très bien, je dirais aussi, parce que tous les fenêtres ont des fleurs, c'est vraiment... Mais en fait, les maisons ne sont pas habitées. Donc on sent bien que c'est pas, il n'y a pas, comment dire, la présence humaine dans les maisons. On le ressent. Très connu à Civita, c'est vraiment à côté, c'est une grotte, la grotta di San Bonaventura. Cette grotte est connue parce que, je vous la montre, vous voyez, on voit Civita di Bagnoregio derrière, dans la photo du centre, donc c'est pas loin. Cette grotte est connue parce que en 1200 à peu près, on ne sait pas la date précise, un petit enfant qui était très malade, un petit enfant de Civita di Bagnoregio, très malade, a été guéri dans cette grotte par main de San Francesco, qui, après l'avoir guéri, il le touche et il lui dit « Buona ventura », ça veut dire « bonne chance ». Ce petit enfant, une fois guéri et devenu adulte, il va rentrer dans l'ordre des Francescani, donc il va devenir saint, il fait tout son parcours. Donc c'est pour ça que c'est la grotte de San Bonaventura. Il va prendre le nom que San Francesco lui avait donné, San Bonaventura. On reste dans la même région, Lazio, et on va visiter il Parco di Bomarzo, appelé aussi le parc des monstres, il Parco dei Mostri. Bomarzo, c'est le petit village qui accueille ce parc assez grand, assez particulier. En fait, c'était le parc d'un noble, un noble qui s'appelait Orsini, qui avait perdu sa femme adorée, malade. Elle est décédée et tellement il était malheureux de ça, il a voulu créer un jardin sacré, mais un jardin vraiment particulier avec plus de 25 sculptures géantes, des sculptures sculptées directement dans la pierre. Il y a des statues géantes, il y a des maisons. Là, on a une tour penchée, c'est fait exprès, elle est penchée vraiment pas comme la tour de Pise, qu'on disait tout à l'heure. Et le tout englobé dans une espèce de forêt. Peut-être dans la photo du milieu, où il y a le monstre avec la bouche ouverte, vous pouvez reconnaître une des images qu'on a vues tout à l'heure dans le jardin des tarots de Niki de Saint-Phal. Il y a à peu près la même image, à peu près la même sculpture. Ce parc a été, à la mort du noble, oublié pour environ 400 ans. Donc il a été complètement englobé par la végétation, donc on ne voyait plus rien. Et le nouveau propriétaire, il découvre qu'il a dans son terrain en fait un trésor en fait. Et il décide de tout restaurer, tout remettre à la lumière, et il le fait avec l'Académie de France en 1954. Donc il y a un petit bout de France dans le centre de l'Italie. Toujours dans Lazio, très près de Rome, on trouve le jardin de nymphes, il Giardino di Ninfa. C'est un jardin magnifique. Donc le point fort, en fait, l'intérêt de ce jardin, de ce parc, c'est les restes en fait du château et de l'ancienne ville de Ninfa. C'est un château médiéval qui avait été érigé en fait sur les restes d'un temple romain dédié à Ninfa. C'est un village qui a eu a vécu beaucoup de batailles. Il a été touché par des épidémies qui ont vraiment mis à plat tout le village. Il a été toujours de la propriété d'une famille, la famille Caetani, qui a décidé un jour de tout restaurer. Toute la famille a travaillé pour ça. Ils ont restauré tous les bâtiments, recreusé le lit du fleuve,
planter des arbres et des plantes qu'ils ont recueillies pendant leur voyage de partout. Lui, c'est Gelasio Caetani, le duc de Salmonetta, qui a vraiment fortement voulu créer ce parc. Aujourd'hui, c'est un parc qui est très protégé. On peut le visiter, mais seulement dans certains jours de l'année. Il faut réserver avant, seulement avec un guide. C'est pas ouvert. Il y a un équilibre très délicat à maintenir. C'est sur 8000 hectares. Il y a 1300 espèces botaniques. Donc vraiment un trésor. 19 variétés de magnolias, d'iris, cerisier, pommier, arbre de tulipe. C'est vraiment une promenade magnifique si vous avez la chance de pouvoir y aller. Dû voir les photos qui sont là de Fabienne, les 3 photos là dans le centre. Alberobello, on descend dans le sud, dans le talon de la botte italienne, c'est vraiment dans le sud-sud. Alberobello. Vous le connaissez, tout le monde. Tout le monde le connaît. Comment? I trulli. À Alberobello, on trouve i trulli. Alberobello, pourquoi Alberobello? Alberobello, c'est le seul village qui a maintenu, en fait, qui est formé complètement par i trulli. I trulli, c'est aujourd'hui des maisons, mais avant c'était en fait des structures funéraires et on les retrouve un peu éparpillées dans toute la Puglia, mais Alberobello c'est devenu une ville faite de trulli. Trulli, ça veut dire, du mot grec, c'est trullos, c'est dôme, ça veut dire petite maison. C'est devenu en italien casetta, ça veut dire petite maison. Pourquoi c'est resté Alberobello? En fait, cette maisons en forme de cône sont fabriquées seulement avec de la pierre calcaire. Il n'y a rien d'autre. Ça a été permis ça parce qu'il y avait des impôts à payer. En fait, le seigneur de la zone devait payer des impôts pour chaque centre d'habitation qu'il allait créer. De cette façon, quand il y avait un contrôle royal, il le savait à l'avance et il détruisait tout pour ne pas payer les impôts. C'est pour ça que les Trulli sont restés, ils ont créé un village en fait. Et Alberobello, c'est le seul village qui est resté. Et c'est le seul village qui a 2 quartiers différents, qui s'est bien étendu et qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà. Il est classé monument national. C'était ces formes de cônes qui terminaient en fait avec des pinacles en différentes formes. On ne sait pas la raison du choix de la forme. Il y a écrit nulle part. Donc on ne sait pas si c'était par rapport aux familles ou au travail, on ne sait pas du tout. On n'a aucune information. Il y a aussi des symboles sur les toits. On pense, vu qu'on est dans le sud, c'est caractéristique, que c'est des symboles contre il malocchio, le mauvais œil, il malocchio. Mais voilà, c'est que des hypothèses, en fait, on ne le sait pas. Les gens de là-bas, ils maintiennent cette tradition, mais en fait, il n'y a aucun document qui nous explique les raisons des différents symboles. Salento, le Stonehenge d'Italie. Alors, en fait, dans cette région, on trouve, il me semble, pas moins, je ne voudrais pas dire en bêtise, pas moins de 200 entre Dolmen et Menhir. C'est pas la seule région où on peut trouver ça. Il y a aussi la Sardaigne. Il y en a beaucoup. Sûrement ailleurs aussi. Et donc c'est pas moi italienne de vous dire qu'est-ce que ça veut dire Dolmen et Menhir.
Là, on voit, là, dans la deuxième photo, le plus connu en fait, dolmen des Pouilles. C'est un dolmen créé sur 8 piliers faits de pierre l'une sur l'autre, avec une grande dalle dessus. Sur cette dalle, il y a un petit minuscule trou. Et le 21 juin, un rayon de soleil passe dedans et il crée tout un cercle lumineux incroyable. Alors, je ne savais pas ça, j'ai cherché et il y a des trous dans d'autres dolmens, mais on ne sait pas si elles sont de l'âge en fait de la construction ou pas. Donc il y a beaucoup de mystères par rapport à ça, mais je pense que ce serait magnifique de tomber pile poil le 21 juin pour voir ça. La salita discesa, la montée et la descente. Ça, on est tout près de Rome, dans la zone des Castelli Romani, des châteaux romains. Il y a toute une zone autour de Rome, avec des villages très intéressants. Il y a une rue très particulière qu'on appelle la colline antigravité. Alors en fait, sur cette route, chaque objet laissé libre sur le sol, au lieu que descendre, monte. J'y suis allée. J'avais pas un niveau avec moi, malheureusement, j'avais qu'une bouteille d'eau. Donc j'arrive sur cette rue et on trouve la route qui monte. Pour moi, elle montait. Je pose ma bouteille qui, au lieu de descendre, en fait, elle monte. Donc on se regarde. Tu te regardes à droite, à gauche, tu penses qu'elle l'a rattaché, tu chiates, tu ne comprends pas. Et donc il y a eu beaucoup d'idées par rapport à ça. C'est une zone volcanique, donc ils ont pensé peut-être il y a la roche qui émane des problèmes de magnétisme. Ils ont pensé aux extraterrestres, ils ont pensé à tout en fait. Mais la réalité, elle est là. En fait, c'est comment on dit, une illusion optique. En fait, c'est un trait. Alors, en haut, vous voyez ce que c'est vraiment, et en bas, c'est ce qu'on on ressent en fait. Donc, c'est une traite de route qui est entre deux tendances très Hervé, aide-moi. Comment? Changement de pente. Oui, mais il y a voilà. Après et avant, en fait. Et donc, ça nous donne l'illusion qu'elle va en descente, ce trait. Mais en fait, non, pas du tout. Comme vous pouvez voir, en haut, en fait, ça monte toujours, en fait. Mais nous, on a l'impression qu'elle va descendre. Et c'est savoir comme on voit en bas. Voilà. Donc, nous, on voit la montée, mais en fait, la bouteille, elle monte au lieu que de descendre. Nous, on voit la montée, mais en fait, c'est une descente. C'est ça. En Toscane, on va voir la Bazzia di San Galgano et la Spada nella Roccia, l'épée dans le rocher. On en a une aussi. Ça, c'est la Bazzia di San Galgano. C'est un lieu très visité, très utilisé pour des concerts, pour tournage de films. Il est vraiment très connu. Mais pourquoi elle est très connue? Pourquoi ils ont fait une abbatiale? Rien, il n'y a rien tout autour. La Bazzia di San Galgano. Elle a été construite en 1218. Elle a été construite sur le lieu d'une cabane, la cabane de Galgano. Je vais vous raconter l'histoire.
Galgano, c'était un chevalier qu'une nuit, il a été appelé par l'archange Michele, Michel, qui l'a amené sur la colline de Montessiel. C'est une colline à 10 minutes à pied de l'abbaye. Et il lui a dit, laisse tout, toutes tes richesses, ton pouvoir, et mets-toi au service de Dieu. Et Galgano lui dit, mais moi, ça serait impossible, je ne pourrais pas. Ça serait impossible, comme c'est impossible qu'avec mon épée, je coupe en deux ce rocher. Donc il le fait, persuadé que ça n'allait pas marcher, mais en fait, l'épée rentre très facilement dans le rocher et il ne bouge plus, il reste là coincé. Depuis, Galgano donc laisse tout, parce qu'il reste effrayé, évidemment, laisse toutes ses richesses, son pouvoir, et il va habiter sur une petite cabane sur le lieu où l'abbaye a été construite après. Il va rester là-bas, vivre avec ses animaux, de l'agriculture et tout ça. Il est devenu saint, et c'est pour ça que sur le lieu où il avait décidé de vivre, ils ont construit cette abbaye. Sur le lieu du rocher avec l'épée, une petite chapelle est visible aujourd'hui. Et pendant des fouilles, ils ont trouvé en fait, alors personne n'a réussi à extraire l'épée évidemment, il y a bien une épée de 1170 il me semble, et ils ont trouvé, en faisant des fouilles autour le rocher, une petite boîte en plomb avec l'écriture Os de San Galgano. Donc bon, il y a des études en cours, hein, et ils ont trouvé aussi, je suis restée voilà, tout autour des restes de doigts. Et l'hypothèse, c'est que les gens qui ont essayé d'extraire l'épée se sont blessés et tout est resté là-bas. Voilà. Tu as participé. Toi, tu as fait ouais, non, je n'ai pas participé malheureusement. Mais je n'aurais pas essayé de l'extraire. Là, on voit San Galgano avec le rocher et son épée. Et là, la photo de l'épée aujourd'hui, qui est protégée par une thèque dans cette chapelle à Montessiel. Alors, Rome, c'est la ville où je suis née, où j'ai grandi. Là, on voit évidemment le Colisée qui est très connu. Les fontaines qu'on trouve à Rome, on les appelle i nasoni, les gros nez. Enfin, ça, c'est le nez. On appelle ça i nasoni. Il y en a plein à Rome, hein. Presque tous encore avec de l'eau. Alors là, je vous présente Rome en disant qu'il faudrait des heures pour énumérer tous les sites touristiques de Rome, et encore. Mais parfois, ça vaut la peine de sortir des chemins battus. Et c'est ce qu'on va faire. On va monter sur le mont Aventino. Alors Rome, elle a dans le centre 7 collines. Je ne vais jamais m'en souvenir de tous, mais c'est comme les nains de Blanche-Neige, j'en ai toujours un qui manque. Alors c'est Monte Aventino, vous pouvez m'aider, hein? Palatino, Esquilino, Viminale, Quirinale, Campidoglio, et voilà, me manque un. Campidoglio, Montmartre no, Celio, voilà, on les a, 7. Alors il faut être courageux, hein, parce que pour arriver jusqu'au sommet, il n'est pas bien servi par les cars de la ville, donc il faut y aller à pied, c'est pas toujours simple. Alors, le mont Aventino, il est en fait de propriété de l'Ordine Sovrano di Malta, l'ordre caritatif, hein, qui a son ambassade en fait sur le mont. Au sommet du mont, on arrive au jardin des orangers, Giardino degli Aranci. Il est appelé comme ça parce qu'à partir de 1930, plein de plantes d'orangers en fait ont été plantées. Et c'est un lieu très tranquille en fait. On est dans le centre vraiment de Rome
mais on n'a pas l'impression parce que il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très tranquille. On a une vue magnifique, vous voyez derrière. Saint-Pierre. Vous ne savez pas ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais présenter sur le Mont Palentino? Personne n'a une idée? Alors, en continuant, on laisse le jardin des Orangers derrière nous. On arrive sur rue de Santa Sabina. Et on trouve une petite queue, un petit groupe de touristes. Qu'est-ce qu'ils font? Le voilà. Le trou de serrure le plus célèbre au monde se trouve sur la porte verte de l'ambassade de Malte sur place Cavalieri di Malta. Vous voyez la dame avec... Alors sur internet, il y a plein de conseils sur comment prendre la photo. Je vous parle de ça parce qu'en fait, c'est une très belle surprise. De ce trou, on ne voit pas moins de 3 pays. Parce qu'on est dans l'ordre de Malte. On voit la basilique de Saint-Pierre, donc Stato del Vaticano, et bien évidemment Rome. Donc à partir de là, on voit ces 3 pays. Et il y a une perspective très particulière. On a l'impression quand on regarde qu'on a comme une petite figurine de la basilique très proche à nous en fait. On n'a pas la sensation que c'est elle. Et ça vaut vraiment le détour hein, parce que c'est un endroit qu'on ne visite pas forcément quand on va à Rome. Et franchement, c'est particulier. Alors, notre voyage est terminé. J'espère de vous avoir donné l'envie de partir visiter des lieux insolites en Italie. Et évidemment, la mairie de Préfaille pour l'accueil. Pascal aussi. Je remercie Fabienne pour avoir et je suis très heureuse d'avoir clôturé avec Fabienne cette manifestation autour de l'Italie.